Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de l'industrie automobile et de ses coulisses financières. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui agite toute la presse économique et automobile depuis quelques jours, les fameux résultats de Stellantis pour ce premier trimestre 2026. Si vous avez suivi un peu l'actualité ou lu les grands titres récemment, vous avez très certainement eu l'impression d'assister à un véritable miracle industriel. On nous parle d'un grand retour en force, d'une résurrection inespérée, d'un mastodonte qui a enfin sorti la tête de l'eau après une année de tempête absolue. Et il est vrai que sur le papier, la copie que le groupe a rendue pour le premier trimestre 2026 est plutôt bonne, en tout cas si on la compare au bilan absolument catastrophique de l'année 2025. Mais vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne. On n'aime pas s'arrêter aux communiqués de presse bien lisses et aux déclarations officielles. On aime gratter le vernis, lire entre les lignes des bilans comptables et comprendre ce qui se passe réellement dans l'ombre. Parce que la vérité, c'est que ce bilan d'apparence idyllique est l'arbre qui cache une forêt extrêmement dense et parfois inquiétante. Il y a des détails fascinants, des stratégies de survie particulièrement brutales, et même quelques illusions purement comptables dont presque personne ne vous parle. Alors prenez de quoi noter, installez-vous confortablement, on va décortiquer tout ça ensemble. Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, votre vision de la stratégie de Carlos Tavares et de l'avenir de Stellantis sera totalement bouleversée. Commençons tout d'abord par les chiffres bruts, ceux qui ont fait les gros titres et que tout le monde a en tête. Pour ce premier trimestre 2026, le constructeur automobile a réussi l'exploit de dégager 370 millions d'euros de bénéfices. Présenté de cette manière, cela ressemble à une victoire absolue et incontestable. C'est d'ailleurs un résultat infiniment meilleur que celui du premier trimestre 2025, où Stellantis avait enregistré une perte sèche monumentale de 380 millions d'euros. On est donc passé d'un gouffre financier terrifiant à un retour franc et massif dans le vert. Son chiffre d'affaires, lui aussi, est reparti à la hausse, avec une belle progression de 6% pour atteindre la somme vertigineuse de 38 milliards d'euros. C'est ici que les choses deviennent intéressantes et qu'il faut enfiler sa casquette d'analyste financier. La marge opérationnelle de l'entreprise, le véritable baromètre de la rentabilité d'un constructeur, s'est établie à 2,5%. Dans l'absolu, ce n'est pas un chiffre extraordinaire. En temps normal, dans l'industrie automobile, les grands groupes de cette envergure sont censés tourner autour de 6 à 8% de marge pour être considérés en très bonne santé. Cependant, quand on se rappelle que l'année dernière, à la même époque, cette marge était littéralement tombée à zéro, on peut légitimement se dire que c'est une belle remontée. Mais la vraie question est, comment ont-ils fait? Quelle est la recette magique qui a permis ce retournement de situation? Pour comprendre, il faut regarder la carte du monde, car ce comeback est tout sauf homogène. En réalité, ce sauvetage repose presque entièrement sur les épaules d'un seul et unique pilier, le marché américain. À lui seul, le marché nord-américain pèse une importance démesurée et représente environ les 2/3 des bénéfices totaux du groupe. Là-bas, ce sont des marques spécifiques et des véhicules très particuliers qui portent les finances de Stellantis à bout de bras. C'est notamment le cas de Ram, la célèbre marque de pick-up, qui a vu ses ventes littéralement exploser, avec une augmentation impressionnante de 20%. Les consommateurs américains continuent de s'arracher ces gros véhicules thermiques très rentables et Stellantis encaisse les dollars. À cela s'ajoute un autre phénomène passé un peu inaperçu, le retour en grâce spectaculaire du Jeep Cherokee. Alors que la direction l'avait presque condamné il y a quelques mois, ces nouvelles versions hybrides rechargeables, PHEV, font un véritable carton et consolident la trésorerie américaine du groupe. Mais alors, si l'Amérique est la poule aux œufs d'or qui sauve les meubles, que se passe-t-il sur notre continent, ici, en Europe, berceau historique de Peugeot, Citroën ou Fiat? C'est là que le beau discours officiel s'effondre et se heurte à un véritable mur de béton. En Europe, les ventes ont pourtant progressé de 5% ce trimestre. Logiquement, on pourrait s'attendre à ce que les bénéfices suivent cette belle courbe ascendante. Et pourtant, la réalité est glaciale. Sur l'ensemble du marché européen, Stellantis n'a dégagé que 8 misérables millions d'euros de bénéfices. Oui, vous m'avez bien entendu, seulement 8 millions d'euros pour un continent entier. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Une paille, surtout si l'on compare ce chiffre aux 370 millions d'euros de bénéfices global dont nous avons parlé tout à l'heure. Comment peut-on expliquer une telle aberration mathématique? Vendre toujours plus de voitures, augmenter ses volumes, mais ne presque rien gagner dessus. Comment est-ce possible? La réponse tient en deux mots qui terrorisent tous les conseils d'administration européens. La guerre des prix.
Pour contrer les constructeurs chinois comme BYD, MG ou Leapmotor qui déferlent sur l'Europe avec des véhicules électriques à des tarifs défiant toute concurrence, Stellantis a dû prendre des décisions d'une brutalité inouïe. Le groupe applique aujourd'hui une politique tarifaire extrêmement agressive. En clair, il casse les prix de vente, il multiplie les remises monumentales en concession et par conséquent, il sacrifie purement et simplement leurs marges pour espérer garder leur part de marché. Faites le calcul. Générer seulement 8 millions d'euros de profit en vendant des centaines de milliers de véhicules à l'échelle européenne, cela signifie que sur chaque Peugeot E208, chaque Citroën E3C, chaque Fiat 500 ou Opel Astra vendu, le constructeur ne gagne quasiment plus le moindre centime. C'est une stratégie de survie à l'état pur. On écoule les stocks à tout prix, on maintient les usines en activité, on inonde le marché des flottes d'entreprises avec de nouveaux utilitaires électriques pour faire du volume. Et surtout, on évite que les clients historiques ne partent chez la concurrence asiatique. D'un point de vue commercial, c'est une preuve de résilience. Ils se battent et refusent de céder le moindre mètre carré de terrain. Mais d'un point de vue purement comptable, c'est un bain de sang, et ce résultat européen est dramatiquement faible. Mais attendez, car nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Laissez-moi vous révéler la plus grande illusion de ce bilan financier, celle qui explique pourquoi, malgré ces communiqués de presse triomphants et l'annonce du retour aux bénéfices, les marchés financiers ont réagi avec une froideur et une sévérité absolue. Le jour même de la publication de ces résultats, l'action Stellantis a lourdement chuté, dévissant de plus de 6% à la Bourse de Paris. Pourquoi les investisseurs paniquent-ils alors que le groupe annonce 370 millions d'euros de profit ? Tout simplement parce que les loups de Wall Street et les analystes financiers ne s'arrêtent pas au chiffre final en bas du tableau. Ils traquent ce qu'on appelle le free cash flow, le flux de trésorerie disponible. C'est l'argent réel qui rentre et qui sort des comptes en banque de l'entreprise chaque jour. Et ce flux de trésorerie est dramatiquement dans le rouge, affichant un déficit vertigineux de près de 1,92 milliard d'euros pour ce trimestre. En d'autres termes, l'entreprise brûle du cash massivement. Où va tout cet argent? Il part dans le gouffre de la transition technologique et électrique. Stellantis est en train d'injecter des milliards pour développer ses nouvelles plateformes STLA Small et STLA Large, pour renouveler des modèles majeurs comme les nouveaux Peugeot i3000 et i5000 et pour tenir les objectifs drastiques d'émissions de CO2 imposés par l'Union européenne en 2026. S'ils ne vendent pas massivement de l'électrique, ils paieront des amendes colossales. Ils sont donc pris au piège. Ils doivent investir des sommes folles pour produire des électriques, mais ils doivent les brader pour les vendre, détruisant ainsi leur cash. De plus, pour ne pas se laisser distancer par Tesla, Stellantis vient tout juste, en ce mois d'avril 2026, d'annoncer un partenariat colossal avec Microsoft pour intégrer l'intelligence artificielle massivement dans ses systèmes, du développement des véhicules jusqu'aux futurs cockpits intelligents, les fameux STLA Smart Cockpit. L'objectif est de transformer nos voitures en véritables smartphones sur roues pour vendre des abonnements numériques à l'avenir. Mais tout ce développement logiciel coûte aujourd'hui une véritable fortune, ce qui assèche les liquidités immédiates du groupe. Et pour finir, voici le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau comptable qui change absolument toute la lecture de ce début d'année. Rappelez-vous de ces fameux 370 millions d'euros de bénéfices nets, le chiffre magique. Saviez-vous qu'une très grande partie de cette somme ne provient absolument pas de la vente de voitures, ni de l'ingénierie, ni de l'industrie? En effet, Stellantis a récemment remporté une victoire juridique inespérée face à l'administration américaine. L'affaire concernait d'anciens droits de douane très litigieux qui avaient été imposés sous la présidence de Donald Trump. Suite à un arbitrage de la Cour suprême des États-Unis, le groupe a obtenu gain de cause et a récupéré un chèque exceptionnel d'environ 400 millions de dollars de trop perçus douaniers. Faites le calcul mental. Si l'on retire ce remboursement totalement exceptionnel et tombé du ciel en plein premier trimestre, le bénéfice opérationnel réel de l'entreprise lié à la vente d'automobiles s'effondre littéralement. Le grand miracle industriel tant vanté par la presse est en réalité massivement dopé par un simple ajustement comptable et juridique. Sans cette rentrée d'argent inattendue venue des tribunaux, la rentabilité de Stellantis aurait été jugée profondément décevante par tout le monde, même en incluant les excellentes performances de Ram en Amérique du Nord. Voilà le vrai visage.
La réalité complexe et nuancée du monde automobile en cette année 2026. D'un côté, on a une direction générale extrêmement habile, qui communique à la perfection, qui réussit à sauver les apparences en brandissant une augmentation de 6% de son chiffre d'affaires à 38 milliards d'euros et qui efface le traumatisme des 380 millions d'euros de pertes de l'an dernier. Il faut reconnaître que la performance commerciale des pick-up Ram, en hausse de 20%, et la résurrection du Jeep Cherokee sauvent la maison et garantissent les 2/3 de la rentabilité. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'angoisse. On a un marché européen en état de siège, où la guerre sans merci contre la concurrence asiatique oblige Stellantis à pulvériser ses marges, se contentant de ramasser 8 petits millions d'euros de bénéfices malgré une progression de 5% de ses ventes. On a des flux de trésorerie lourdement déficitaires qui font trembler la bourse, des investissements colossaux dans l'intelligence artificielle pour tenter de rattraper le retard logiciel, et un bénéfice net mondial sauvé in extremis par le coup de pouce providentiel d'un juge américain. Carlos Tavares et ses équipes ont colmaté les brèches du navire, c'est indéniable. La marge de 2,5% est là, et c'est toujours mieux que le zéro de l'année précédente. Mais le groupe avance sur un fil de funambule. La dépendance absolue au marché américain est devenue une véritable épée de Damoclès. Si l'économie américaine venait à ralentir dans les mois qui viennent, ou si les ventes de ces gros véhicules thermiques très rentables s'essoufflaient, Stellantis n'aurait plus aucun matelas de sécurité, plus aucun filet pour amortir la chute et compenser ces immenses difficultés structurelles sur le sol européen. La bataille mondiale de l'électrique ne fait donc que commencer, et les prochains trimestres s'annoncent d'une brutalité historique pour l'avenir de nos constructeurs traditionnels. Je suis extrêmement curieux d'avoir votre avis sur tout ça. Pensez-vous que la stratégie de Carlos Tavares, qui consiste à sacrifier totalement les marges en Europe pour bloquer l'ascension des marques chinoises, est la seule issue possible ? Portez-vous bien, restez prudents sur les routes et on se retrouve très vite pour décrypter ensemble les prochains grands bouleversements de l'industrie automobile. À très vite!